Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur DN Télévision. Dépôt des relevés d'identité bancaire par les étudiants à la DBSU, direction des bourses et secours universitaires. Cette opération fait suite à un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur de mensualiser le paiement des allocations universitaires. L'immatriculation des engins à 2 roues au Bénin, l'opération de collecte des dossiers est en cours dans quelques arrondissements. Nous ferons le constat dans cette édition. Et puis Angela Merkel entame ce lundi une visite de 2 jours en Algérie. La chancelière allemande va y évoquer avec le président algérien divers sujets dont ceux relatifs à l'immigration et au terrorisme. Bienvenue dans ce journal. La mensualisation du paiement des allocations universitaires est en marche. Il faut être à la direction des bourses et secours universitaires pour s'en convaincre. Une foule d'étudiants a pris d'assaut cette direction ce matin pour y déposer les RIB relevés d'identité bancaire. Ils se conforment ainsi à la décision du ministère de l'Enseignement supérieur de mensualiser le paiement des allocations universitaires. Le communiqué de ce département ministériel qui annonce l'information précise que ce choix procède de la volonté de ce ministère d'améliorer les conditions d'études des étudiants. Le même communiqué mentionne que le dépôt des RIB peut être fait dans les points focaux de la DBSU situés dans les universités nationales. Il faut ajouter que le dépôt des RIB prend fin le vendredi prochain. On écoute quelques étudiants. Franchement, tout est encore flou. Je suis venue me renseigner chez des amis qui sont ici pour savoir comment ça se passe. On ne peut pas dire que ça a commencé parce qu'il faut encore rassembler les choses. Il faut aller dans les départements, tu demandes à 7 personnes, on te renvoie ailleurs, on te renvoie ici. Et ça, donc on est encore embrouillé. On ne voit personne. Mais ce que j'aurais appris, ils ont dit que c'est l'ouverture normalement c'est à 11h. 11h et ça finit à 12h30, 1h30 à peu près. Et si on voit l'effectif, c'est un peu gênant, c'est l'intervalle d'heures qu'ils ont donné pour le dépôt de dossier. Mais jusqu'à présent, il y a encore des idées différentes. Parce qu'il y en a qui disent que il y a une fiche là qu'on doit payer. Et c'est pas ici. Or, sur la fiche ce qu'ils ont affiché là, c'est ici, normalement, on doit payer la fiche. Ils disent qu'après, c'est à la DBSU. Là, je suis un peu... Et là où le bas blesse, c'est que depuis là, au moins, ils doivent nous envoyer quelqu'un qui va nous orienter. Et c'est là où le bas blesse. Moi, je suis un peu gêné concernant l'affaire-là. Plusieurs communes du Bénin à travers certains arrondissements abritent depuis plus de 2 mois l'opération de collecte des dossiers pour l'immatriculation des engins à 2 ou 3 roues. Alors que l'opération tire vers sa fin, les retardataires se pressent pour s'enregistrer, mais ils sont confrontés à quelques difficultés. Fréjus Serlan et Fréjus Fiorci ont fait une incursion à l'arrondissement de Godomin qui accueille l'opération pour le compte d'Abomey-Calavi. Nous sommes ici à l'arrondissement de Godomin, dans la commune d'Abomey-Calavi où se poursuit l'opération de collecte des dossiers pour l'immatriculation des engins à 2 roues lancée le 5 décembre 2016 dans plusieurs villes du Bénin. Alors que l'opération doit prendre fin au terme de ce mois de février, les retardataires se bousculent pour déposer leurs dossiers. Ils ont demandé l'original de la moto, la pièce l'original de la moto. Après ça, ils ont demandé la photocopie de la carte nationale légalisée. Donc c'est ça qui est dans ma main. Voici l'original de la moto et puis photocopie de la carte nationale. Après ça, on met une somme de 11 500 francs et nous donne une quittance. Pour ces propriétaires de motos, le parcours pour déposer leur dossier n'est pas chose aisée et le calvaire démarre déjà par les difficultés rencontrées dans l'obtention de la quittance fixée à 11 500 francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes lundi 20 février. Sinon, j'étais là le vendredi 17 février 2017. Bon, pour payer la quittance, tu dois t'inscrire sur une liste. D'abord, au niveau du guichet, il n'y a qu'une seule caissière. Donc ce qui nous a fait perdre presque toute la matinée. Jugée fastidieuse, l'opération semble pourtant être bien organisée. Il y a un monsieur qui est là, on lui remet les pièces, il vérifie. Quand il vérifie, il y a encore un monsieur là, on lui remet les listes
Donc il appelle les noms et on sort, on revient avec la moto et lui vérifie le numéro de châssis qui est écrit sur la moto. Après ça, il nous distribue encore les pièces. On se met en rang maintenant pour aboutir. Il y a une dame qui est là, donc elle prend les fiches quoi. Donc quand elle prend ça, elle fait quelques remplissages là et puis elle prend la quittance et elle donne et quelque je sais pas. Et elle donne pièces quoi. Donc c'est ça là qui prouve qu'on a effectivement déposé les pièces nécessaires pour pouvoir avoir la plaque de la moto. Même si le processus paraît lent, les citoyens ne se trompent pas. Il est nécessaire et urgent de se mettre en règle. Ils ont déjà dit que quand on ne fait pas la plaque, d'ici quelques temps, ils vont commencer par contrôler ça. Donc, la meilleure solution, c'est de faire ça en même temps. Sinon, quand ils vont commencer maintenant la phase de vérification, il y aura une répression. Donc, dans ce cas, on ne sait pas si encore ils vont réserver encore un cas de pénalité pour cela, on ne sait pas. Donc, quand on a les moyens, on est obligé de le faire en même temps. Sûrement que c'est dur. Bon, c'est pas rapide, parce que c'est lent. On est là depuis la 6 heures. Certains sont là même avant moi, certains sont venus à 5 heures. Mais jusqu'à présent, bon, ça n'évolue pas. Outre l'augmentation des effectifs de travail pour la célérité du processus, les propriétaires de motos rencontrés font d'autres doléances à l'endroit des autorités en charge de l'opération. Au moment où les plaques seront OK, que les numéros de chaque propriétaire de moto, qu'on puisse lui envoyer un SMS pour dire que son numéro de plaque est prêt. Après cette phase de collecte des dossiers qui devrait prendre fin ce mois, suivra celle de la fixation des plaques dans les plus brefs délais, nous a confié un des responsables en charge de l'opération sur le terrain. Cela se passait il y a 27 ans. Il s'agit de la Conférence nationale des forces vives. Cet événement qui s'est déroulé du 19 au 28 février 1990 est à l'origine de l'instauration du renouveau démocratique. 27 ans après, que pensent les Béninois de l'état de la démocratie béninoise? Pour certains, la démocratie va mal parce que l'un de ses fondements, le multipartisme intégral, ne se porte pas bien. Pour d'autres, tout va pour le mieux en démocratie au Bénin. Suivez plutôt. L'État, 27 ans après la conférence nationale, n'est pas reluisant. L'état politique n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Surtout la gestion politique de la démocratie après la conférence. On ne peut pas faire une démocratie sans parti politique. Je constate que les partis politiques n'existent même pas. Un système partisan, ce n'est pas un club électoral. Un système partisan, c'est des idées. Un système partisan, c'est des convictions, c'est des visions. Et ce n'est pas un individu qui en crée, mais un groupe d'individus qui partagent les mêmes idéaux. Ici, c'est un individu qui crée. Dès qu'il est fatigué, dès qu'il n'a plus les moyens pour nourrir la bande qui est derrière lui, ça disparaît. Et puis bon, vous voyez, cette propension pour les partis politiques à ne pas faire l'opposition. Elle est en très bonne santé. Elle va bien comparativement à d'autres pays que j'en ai vu qui parlent de démocratie où il n'y a pas de liberté d'expression, qui parlent de démocratie où les gens sont torturés, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Et qu'au Bénin, certes, les gens ne mangent pas à leur faim, mais ce n'est pas comparativement à d'autres pays. Pour en arriver à parfaire, ne serait-ce qu'un petit peu, la démocratie au Bénin, il faudrait qu'on investisse plus dans l'agriculture. La démocratie passe par, fondamentalement, d'abord, c'est le ventre. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. 27 ans après, bon, il faut dire que quelque chose a été fait. Mais force est de constater qu'en réalité, il y a encore des problèmes d'État que le Bénin continue de traîner. Nous avons des responsables qui pensent que les tests sont faits pour être appliqués aux autres. Puisque pour que les tests soient vraiment applicables à tout le monde, il faudrait que les responsables aussi commencent eux-mêmes, n'est-ce pas, à donner l'exemple pour que le bas peuple puisse, n'est-ce pas, essayer d'emboîter le pas, n'est-ce pas, à ces responsables-là. Nous disons que nous sommes libres, n'est-ce pas, de nous organiser en association. Vous voyez des responsables
qui interdisent, moi j'appelle ça une interdiction, qui interdisent, n'est-ce pas, le droit d'association aux étudiants par exemple. Ça c'est un cas palpable. Les gens se sont battus pour que vous et moi nous ayons la liberté. Rien ne doit expliquer le fait que nous interdisons aussi aux autres, n'est-ce pas, de pouvoir s'exprimer. Je prends déjà ce cas-là. Si j'ai encore un autre cas, au temps du régime de faim, il y a eu des moments où on dit que les marches sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Dans le même temps, on permet dans une même république que des gens d'une région donnée se mettent à manifester alors qu'on interdit, n'est-ce pas, aux autres de manifester. C'est un comportement qui frustre. Histoire à présent, on ouvre la page de l'esclavage. Cela, vous le savez, rime avec route de l'esclave au Bénin, une route située dans l'actuelle ville de Ouidah qui vaut la peine d'être parcourue. Suivez ce reportage de Ibrahim Orounam. Une route de l'esclave bien structurée, cela se trouve à Ouidah, signe manifeste d'une ancienne plaque tournante de l'esclavage. Restaurée en 1992 à l'occasion du Festival international des arts et cultes vaudoun dénommé Ouidah 92, elle était empruntée par les esclaves avant leur embarquement. 6 étapes la composent, dont la première est la place aux enchères. Là, on vendait nos aïeux. Là, le troc se faisait. Et quand je disais le troc, c'est pas de donner de l'argent. Les Européens venaient là. Nous avons connu 5 pays européens. Il y a les Portugais, les Français, les Anglais, les Danois, les Hollandais. Et ces pays-là, ils sont tous installés à Ouidah ici. Ils ont leur fort. Et quand les marchandises, nos aïeux, arrivaient au marché, ils venaient sélectionner. Et ils donnaient des objets de peu de valeur en échange. Et si je peux vous donner un exemple là, quand les Européens arrivent à donner un canon au roi, le roi donne 21 femmes ou bien 15 hommes. C'est ce qui se passe au marché des esclaves. Ces esclaves ainsi troqués contre des objets de peu de valeur seront ensuite conduits vers l'arbre de l'oubli. C'est un arbre mystique qui a été planté par les rois autochtones du Dahomey, surtout le roi Agadia en 1727. Et arrivé là, tous les esclaves faisaient le tour de l'arbre. Et l'objectif de l'arbre, c'est pour pouvoir les rendre amnésiques, faibles. Donc les hommes faisaient 9 fois le tour, les femmes 7 fois. L'homme tourne dans le sens de l'évogie, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. La femme dans le sens de destrologie, de la gauche vers la droite. Parce que l'homme est basé sur le canal droit, la femme canal gauche. Et quand ils arrivent à faire le tour de l'arbre, ils devaient oublier leurs enfants, leur maison, en bref, leur repère géographique. Après avoir oublié enfants et parents et désormais sans repère géographique, ils sont gardés dans une case noire, Zomaï, où certains perdaient la vie. Zo, c'est le feu. Maï, là où la lumière, le feu ne pénètre point. Cette case a été créée après des expériences de voyage. Ça veut dire quoi? Pour amener nos aïeux d'ici pour l'Amérique, ils font au moins 12 semaines. Ça veut dire 3 mois de voyage pour aller en Amérique. Mais les premières expériences ont montré quand ils voulaient amener 100, c'est à peine 30 qui arrivent à la destination. Alors là, c'est une perte pour les acheteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est de là, les Européens ont eu l'idée de créer la case noire, qu'on appelle la case de Zomaï, où on gardait nos aïeux pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, c'est pour pouvoir les tester. Et ils sont en contact permanent avec l'obscurité. Et le pire encore, tous leurs besoins intimes se faisaient dans la case. Uriner, chier, là, c'est sur place. Et on les donne à manger 1 fois tous les 2 jours. Ceux qui ne réussissaient pas l'épreuve de Zomaï et qui y rendaient l'âme, et même ceux agonisants, étaient enterrés dans une fosse commune. La fosse est réservée pour les esclaves malades, fatigués, les morts, ceux qu'on a qualifiés des agonisants. Et si par exemple on laisse un malade rentrer chez lui, et par chance, il a eu la chance de se guérir, alors il peut toutefois dévoiler le secret. Et dans cet objectif, on les enterre vivants, dans la fosse commune. Les plus résistants et physiquement aptes à faire le voyage transatlantique sont soumis à un dernier rite. Ceux qui sont résistants, avant de venir à la porte de non-retour, on les obligeait maintenant à faire le tour de l'arbre 3 fois chacun, dans le sens de faire retourner de leur âme, de leur souffle. On appelle ça l'arbre de retour. Retour mystique et non retour physique. Et quand ils faisaient le tour dans le monde spirituel, ils sont attachés à leur terre. Parce que chez nous, en Afrique, particulièrement Dahomey, la mort c'est une vie passagère. Il faut immortaliser l'âme. Donc on demandait à ces esclaves de faire le tour dans l'objectif qu'après leur mort, leur âme devrait venir. Étape finale de la route de l'esclave, la porte du non-retour. Tout au long de la côte servait pour l'embarquement. Tous les bateaux restaient au large de la plage. Et on devait mettre nos aïeux dans des petites chaloupes vers le grand navire. Ce qui crée la mort de plusieurs esclaves du Dahomey.
Ça veut dire quoi? Imaginez nos amis qui venaient de Savalo, un peu du centre du Bénin vers Abomey, qui n'ont jamais vu l'océan. En venant sur cette plage de Djegbadji, ils voyaient l'eau et le ciel à l'horizon comme ça. Ils se demandaient où allons-nous. Beaucoup d'entre eux préféraient mourir sur la terre que de mourir dans l'eau. Il y a des gens qui tombaient par terre, enchaînés, ils mangeaient le sable pour mourir. Le pire encore, ils ne sont pas habitués aux pirogues. Quand les pirogues s'agitent, si quelqu'un fait le mouvement de se jeter à l'eau, il entraîne les autres. Donc ça arrivait que les petites pirogues se vidaient même à mi-chemin. Donc regardez bien comment ils sont enchaînés. C'est le départ de nos aïeux comme ça, vers le dernier sort qu'on appelait la porte, le destin, la porte du non-retour. Donc ce côté que vous voyez de la porte où nos aïeux tournaient droit à la ville, c'est ça qu'on appelle la porte de non-retour physique. La porte de retour physique. De nombreux esclaves partaient ainsi vers des destinations inconnues, certains pour y être employés aux travaux domestiques et à la vente de volailles, d'autres pour tout simplement travailler dans les champs de coton, de riz ou encore de canne à sucre, avec la constante menace du fouet. L'actualité sur le continent à présent, une mine a sauté non loin de Gao au Mali ce dimanche. L'explosion de la mine est survenue après le passage d'un bus transportant des voyageurs. Elle a engendré la mort d'au moins une personne et fait 14 blessés. Selon la force Barkhane, il pourrait s'agir d'un acte terroriste. La Gambie a commencé une nouvelle ère ce samedi. Son point de départ fut la cérémonie qui a eu lieu ce samedi et correspond à la fois au 52e anniversaire de son indépendance et à l'investiture du président Barrow, une nouvelle investiture qui intervient après le premier qui avait eu lieu à l'ambassade gambienne du Sénégal dans un contexte où Yaya Jammeh, l'ancien président, refusait de remettre le pouvoir à Barrow. C'est donc le début d'un nouveau départ pour les Gambiens. Un départ dont se réjouit une enseignante. On l'écoute. Nous sommes très heureux d'être les témoins de ce jour historique. La joie que nous avons aujourd'hui est inégalable. Cela me rappelle la façon dont nous célébrions le jour de l'indépendance quand j'étais à l'école en Gambie. Nous attendions cela avec impatience. Cela me fait penser au défilé que nous faisions à l'école il y a 24-25 ans. Oui, j'espère que l'avenir permettra à nos jeunes de s'élever. L'éducation gratuite, cela a une grande valeur. Mais quand on dit gratuit, cela veut dire que le monde leur offre à chacun une place afin qu'ils donnent leur meilleur, qu'ils puissent travailler dur pour obtenir ce qu'ils souhaitent à l'avenir. Angela Merkel entame aujourd'hui une visite de 2 jours en Algérie. La chancelière allemande y tiendra une séance de travail avec le président Bouteflika. Ils vont évoquer les sujets relatifs à l'immigration et au terrorisme, entre autres. Le cinéma nigérian est en plein essor, matérialisation de cette réussite, le succès cinématographique et économique du film The Wedding Party. Un mariage rocambolesque, des personnages hauts en couleur et beaucoup d'humour. Le film The Wedding Party, la fête de mariage, bat tous les records au box-office nigérian. 2 mois après sa sortie, cette comédie à la fois loufoque et glamour a déjà généré 1,2 million d'euros de recettes, du jamais vu. C'est même la première fois qu'un film nigérian fait plus d'entrées à domicile que les blockbusters hollywoodiens. La réalisatrice ne s'attendait pas à un tel succès pour son premier long métrage. C'est une chose de réussir, mais c'en est une autre de casser la baraque. On a cassé la baraque. Et ce que je sais, c'est que c'est un gros succès. Pas seulement un succès, mais je n'y étais pas prête. À l'affiche dans la plupart des cinémas du pays, le film compte le mariage controversé d'un couple issu de 2 ethnies rivales mais complices du Nigeria, les Yoruba, les Igbo. Jouant sur les clichés et les quiproquos, il réussit à se placer au-dessus des standards du cinéma nigérian, réputé dans toute l'Afrique sous le nom de Nollywood. Le film, c'est comme 2 facettes du Nigeria, les Igbo et les Yoruba. Et c'est comme une harmonisation de ces 2 côtés du pays, nous faire comprendre pourquoi nous devons être unis, peu importe les tribus. J'ai ri du début à la fin, et c'est la première fois que ça m'arrive en regardant un film de Nollywood.
Film après film, Nollywood se professionnalise. Abiola dirige une école de cinéma à Lagos où elle forme les réalisateurs de demain. Un secteur en plein essor, malgré la crise économique qui plombe le pays. Nigerian people are a very selective audience, very exposed, internationally traveled. Le Nigeria a un public exigeant, ouvert et voyageur. Nous savons ce qui se fait partout et nous n'en attendons pas moins chez nous. Les réalisateurs sont appelés à répondre à cette exigence d'un public averti et à lui offrir le même niveau de professionnalisme qu'ailleurs dans le monde. Le Nigeria n'a toutefois pas à rougir de sa production. Avec 2000 films par an et un public estimé à près de 150 millions de spectateurs, Nollywood est l'une des 3 plus grosses industries du cinéma au monde, avec l'Inde et les États-Unis. Et puis, les forces irakiennes ont lancé une offensive contre les djihadistes. Leur objectif, reprendre Mossoul, dernier grand fief aux mains de ces djihadistes depuis juin 2014. On précise que les forces irakiennes ont déjà reconquis dimanche 15 villages. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.